Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de votre fidélité à la une ce soir. 2 bourgmestres à Kinshasa et un officier de l'armée sont accusés d'être à la base de la spoliation des terres champêtres à Njili Brasserie. Les maraîchères les ont dénoncés et appellent à l'application de l'état de droit. Feuilleton, sextape, des écoliers, ils ne sont pas exclus du système éducatif congolais. Contrairement à ce qui était dit, ces enfants ont besoin d'une prise en charge psychologique selon le ministre des Droits humains. Les Gilets jaunes dans les rues de Kinshasa, une armée des volontaires pour rappeler les bons gestes sur la route. Ils ont travaillé pendant 3 mois. Voilà tout pour le sommaire. Le développement, c'est tout de suite. Bonsoir. Tête à tête, Félix Tshisekedi, Recep Tayyip Erdogan. La rencontre des 2 hommes d'État s'est soldée par la signature des accords, notamment sur l'économie, le commerce et le tourisme. Blandine Zovo, Roger Dieye. Il est 17h passé de quelques minutes lorsque le président Recep Tayyip Erdogan sort de son palais pour accueillir son homologue congolais Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo qui arrive sous escorte de la cavalerie de l'armée turque. Les hymnes nationaux des 2 pays entonnés par la garde républicaine du pays hôte, suivis d'un bref passage des troupes en revue, le tout ponctué par 21 coups de canon tel que le veut la tradition ici. Après le faste à l'extérieur, place à l'intérieur pour continuer sur le même ton, celui de la solennité et du prestige. Il s'agit d'un tête-à-tête de plus d'1 heure entre les 2 chefs d'État. Après cette première étape, les officiels turcs et congolais rejoignent la salle pour une réunion conjointe préparant ainsi la signature des accords bilatéraux entre les 2 pays. Tout sera explicité devant les médias turcs et congolais lors d'une conférence de presse organisée pour la circonstance. Premier à prendre la parole, le président turc qui a exprimé sa satisfaction et il a renseigné à l'assistance que la République démocratique du Congo constitue un partenaire important pour la Turquie au regard de ses potentialités du sol et du sous-sol. Ce qui explique tout le sens des accords signés ce mardi 7 septembre entre les 2 pays. Des accords qui mettent en exergue toutes les recettes possibles afin de faire progresser les relations économiques et commerciales entre la Turquie et la RDC. Actuellement, les 2 pays ont des relations commerciales qui atteignent 58 millions de dollars. Le président Erdogan voudrait les porter à 250 millions de dollars d'ici quelques années. La RDC représente une réelle opportunité économique dans plusieurs domaines, notamment les infrastructures, l'industrie de la transformation et l'agriculture. Les 2 pays ont signé 3 accords commerciaux portant notamment sur la protection des investissements, la lutte contre la fraude, la non-double imposition et le tourisme. Les ministres turcs de l'industrie et technologie et celui de la culture et tourisme ont échangé des documents contenant la convention signée ce jour avec leurs homologues congolais, le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundula, et le ministre du Tourisme, Modero Simba. Satisfaction pour le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo dans sa casquette de président de l'Union africaine. C'est la première fois, pour ceux qui ne le savent pas, qu'un chef d'État de la République démocratique du Congo arrive en Turquie et en plus coiffé de la casquette de président en exercice de l'Union africaine. C'est tout un symbole qui manifeste le désir ardent que nous avons de coopérer dans tous les domaines avec la Turquie, votre pays, et cela ne va que aller dans le sens du renforcement. Comme vous le savez, l'Afrique a un défi énorme, c'est celui de réussir sa zone de libre-échange, de la transformer en un vaste marché d'1,5 milliard presque de consommateurs. Et donc la Turquie va avoir l'opportunité d'échanger avec nous pour non seulement consolider ce marché, mais également développer une coopération économique importante.
Le président turc a également loué les efforts de la République démocratique du Congo qui, selon lui, a démontré sa solidarité envers la Turquie dans le dossier de transfert de l'école Shafak basée à Kinshasa à la Fondation Maarif, un établissement scolaire de plus de 530 élèves turcs et congolais qui poursuivent paisiblement leur scolarité grâce à cette franche collaboration. Pour couronner cette symbolique entre les deux pays, le chef de l'État, accompagné de la très distinguée première dame Denise Nyakiro Tshisekedi, était convié à un dîner d'amitié qui a clôturé l'étape d'Ankara avant de s'envoler pour Istanbul. En Ituri, l'ennemi a enregistré des pertes énormes. L'attaque d'un centre de négoce a échoué. L'armée a maîtrisé 34 éléments Codeco, confirmation du porte-parole des FARDC en Ituri. L'accès routier Uga-Barrière, Bambou-Kobu, en territoire de Djou, demeure sous contrôle de FARDC après une tentative d'attaque de milices de la Codeco sur le centre de négoce de Kobu. Le porte-parole de FARDC en Ituri dresse un bilan lourd du côté ennemi, dont le chargé des opérations de la milice Codeco neutralise. Les forces armées ont neutralisé 34 éléments des groupes armés Codeco, y compris le chef chargé des opérations de ces mouvements Codeco, dénommé Picho, qui est neutralisé définitivement par les forces armées. Cela montre que le centre de gravité de ces groupes armés est terrifié et il n'a qu'à aller suivre Ngudjolo là où il est. Nous allons continuer dans cet élan pour couper toutes les têtes de ceux-là qui dérangent notre population et de manière légale et légitime. Face à la multiplication des attaques de ces ennemis de la paix, le lieutenant Jules Ngongo n'exclut pas une collaboration entre les terroristes ADF et cette milice. Cependant, il les invite à adhérer à la logique de la paix. Et lorsque nous nous engageons pour terrifier l'ennemi, neutraliser les ADF, et vous allez voir un jour ou le même jour, c'est Codeco qui attaque. Notre lecture est qu'ils ont un intérêt commun pour déstabiliser l'Ituri. Précisons que la réouverture de la route Uga-Barrière-Mungwalu constitue une voie d'accès pour les échanges commerciaux avec la ville de... Vente des surgelés, les importateurs font la rétention des stocks devant les tenanciers des chambres froides. Le ministre de l'économie nationale reste formel. Le prix convenu dans l'accord doit être appliqué. Sandra Nyangita Bouguilin Kassou pour les détails. Les surgelés seront vendus au juste prix. Il n'y a aucun compromis possible en dehors du PV signé entre le ministre de l'économie nationale et les importateurs de surgelés. Le ministre Jean-Marie Kalumba Youma s'est montré formel devant les tenanciers des chambres froides venus chercher secours face aux importateurs qui font la rétention des stocks. Le malentendu entre le ministre de l'économie nationale et les tenanciers des chambres froides au sujet de la baisse du prix des produits surgelés a été dissipé. Les importateurs véreux qui vendent frauduleusement aux anciens prix trouveront les inspecteurs à leur porte. Symphorien Richard Kaninda, président de l'association des distributeurs et exploitants des chambres froides du Congo, en sort satisfait. Le ministre provincial de l'économie et finances de Kinshasa, qui prenait part à la réunion, salue une décision courageuse du gouvernement à l'approche des festivités de fin d'année. Jean-Goy martel, des sanctions sont envisagées contre les importateurs qui continuent à défier l'État. Les problèmes, c'était les importateurs qui ne voulaient pas appliquer ce que l'État avait dit. Donc, nous avons manifesté pour réclamer la régularisation de cette histoire. Le président de la République l'avait dit qu'il va faire de nous les importateurs, parce qu'il n'y a pas des importateurs dans ce pays congolais pour le moment. Donc, on ne peut pas laisser les importateurs nous manipuler. Nous sommes des Congolais. L'application du juste prix sera effective, quoi qu'il en coûte. Jean-Marie Kalumba Youma a le soutien de toute la République. 9e jeu de la francophonie à Kinshasa. Selon le comité national d'organisation de ces jeux, tout évolue normalement. L'évaluation était faite autour du Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde. Récit, Pati Tondongo, Marcel Moubenga. Bienvenue le Sala.
Réunis à l'immeuble du gouvernement, les acteurs impliqués dans l'organisation de la 9e édition des Jeux de la francophonie en République démocratique du Congo ont évalué avec le Premier ministre les niveaux d'avancement des préparatifs. Conclusion, les travaux avancent normalement. En tant que chef du gouvernement, Jean-Michel Samalou Konde Kienge tient à la réussite totale de cette grande messe sportive des pays qui ont en commun la langue française, jeu qui offre aussi des opportunités économiques aux pays organisateurs. Implication saluée par les directeurs adjoints du Comité national des Jeux de la francophonie en charge des questions technologiques et infrastructures, Junior Bissouessé. Les travaux avancent. Là, vous voyez que tout le monde a un visage radieux. C'est parce que la réunion s'est très bien passée. Nous avons surtout, au-delà de ce que le CNGF a accompli à ce jour, nous avons là assisté à la détermination et à la confirmation de son Excellence, le Premier ministre, dans cette volonté d'accompagnement pour que justement notre pays puisse vivre ces 9e Jeux. Donc tout se passe formidablement bien. Nous sommes confiants par rapport à l'accompagnement du gouvernement, ça a été dit, et le Premier ministre a parlé en termes de jours, et lui à son tour va faire rapport au chef de l'État. Donc nous ne sommes que heureux de ce qui a été dit ce soir. Cette 9e édition des Jeux de la francophonie se tiendra en principe du 19 au 22 août 2022. Pas de confusion. Les élèves du collège Saint-Georges, auteurs du scandale sexuel, ne sont pas exclus du système éducatif national, mais plutôt du réseau des écoles catholiques. Précision donnée par le ministre de l'Enseignement primaire et secondaire. Son collègue des droits humains milite pour un accompagnement psychologique. Séverine Pascal Katanda. Les élèves auteurs des sextapes publiés sur les réseaux sociaux ont été exclus définitivement du réseau des écoles catholiques. Ils pourront être admis ailleurs, contrairement à ce qui a été diffusé sur la toile. Pour en avoir le cœur net, le ministre des Droits humains, Albert Fabrice Pouela, a rencontré son collègue de l'enseignement primaire, secondaire et technique, Tony Mwabakazadi, sur l'action disciplinaire. Pour le ministre de l'EPST, la décision correspond à l'éthique et code de bonne conduite des écoles catholiques et même la commission des disciplines. J'ai reçu les éclaircissements du chef d'établissement avec la foi catholique et les exigences du réseau catholique. Les catholiques ne permettront pas que ces élèves soient inscrits dans une autre école catholique sur toute l'étendue du territoire, mais ils ne sont pas exclus du système éducatif. Ils peuvent aller n'importe où, mais dans les réseaux catholiques, on a dit non. L'EPST a fait son travail et il est limité là, c'est l'exclusion. Les restes, la prise en charge psycho-socio-judiciaire, c'est les droits humains. Albert Fabrice Pouela parle le même langage que son collègue de l'EPST, mais plaide pour une prise en charge socio-psychologique pour le recadrage de ses élèves. C'est une mesure exemplaire qui doit servir à des leçons à tous les élèves. Mais ces enfants, nous devons les prendre en charge, et les parents, et les acteurs sociaux, et les psychologues, pour les recadrer. La rencontre de ces jours vient couper court aux commentaires de mesurer sur les réseaux sociaux. Internet à haut débit en RDC, la Banque mondiale apporte un soutien de taille pour la réalisation de ce projet. Un contrat de partenariat a été signé entre le gouvernement et cette institution financière internationale. Angèle Mabiala-Landou et Litumba. Cette cérémonie consacrée à la validation du rapport de la commission technique ad hoc sur la mise en place du partenariat public-privé pour l'exploitation de la fibre optique de la SOCOF et la signature de l'arrêté interministériel traduit la volonté du gouvernement de voir réussir le pilier 9 de son programme d'action qui consiste notamment à doter le pays d'une infrastructure de télécommunications moderne. Nicolas Kazadi, ministre des Finances, n'a pas tari d'éloges à l'endroit de la ministre d'État en charge du portefeuille pour la réussite de ces projets. Et donc je voudrais tout simplement saluer le leadership de Madame la ministre d'État et me réjouir qu'on ait pu bénéficier de l'excellent travail mené par le Congrès et la bonne collaboration entre les trois ministères pour en venir à bout de ce qui apparaissait comme un obstacle pour la poursuite de ce projet. Pour Kibasa Maliba, ministre de Pétentique, la fibre optique de la SOCOF doit corriger celle de la SCTP. Nous sommes vraiment en train d'attendre cette fibre qui va beaucoup aider la République, non seulement dans la qualité de la communication, mais nous savons tout à fait que l'évolution des infrastructures à travers la République finira à moyen terme à baisser aussi les coûts de la communication.
Les membres de la commission ont été encouragés par la princesse Adel Kainda Maïna. Cette commission devra donc faire diligence dans ses travaux pour que cette fibre soit allumée dans le meilleur délai, dans l'intérêt de notre population et de milliers d'affaires nationales et régionales. Avec cette fibre, l'Internet à haut débit est assuré. À la rentrée prochaine, les enfants des militaires au camp Kokolo seront accueillis dans des nouvelles salles de classe, des nouveaux bâtiments pour faire face à la surpopulation à la base de la gratuité de l'enseignement. Eurydice Kitutu Modiri. Où en sommes-nous avec le projet de construction des 300 écoles initié par le chef de l'État pour appuyer la gratuité de l'enseignement? La commission qui coordonne ce projet se rendue au site Kankokolo pour évaluer le niveau de travaux. Conduite par son coordonnateur, le directeur de cabinet du ministre d'État des Infrastructures et Travaux publics, Chrysostome Ilangongo, cette délégation s'est imprégnée de l'avancement des travaux de construction de 2 blocs avec chacun 6 classes équipées pour l'école primaire. Cette visite d'inspection a aussi permis à la commission de se faire une idée de la qualité des travaux. C'est des blocs de 42 mètres avec 6 classes totalement équipées pour l'école primaire, avec un confort, avec le matériel adapté, salle de professeurs, une bibliothèque aussi qui est réalisée. Mais en même temps, il y a une préoccupation parce que vous savez qu'il y a eu toute cette perturbation avec le Covid qui a ralenti beaucoup de choses. Et aujourd'hui, nous, la commission, ça veut dire la partie gouvernementale, nous voulons assez rapidement mettre en place un planning qui permette à toutes les autorités de pouvoir suivre et être sûr que dans le délai prévu, que ces travaux seront réalisés. Ce projet qui s'étend sur toutes les provinces de la République démocratique du Congo avec un premier lot d'environ 50 écoles pour Kinshasa. Spoliation des terrains à Ndjili-Brassiri, les maraîchères accusent 2 bourgmestres et un officier de l'armée. Elles l'ont dit au ministre de l'Agriculture qui a répondu à leurs cris de détresse. Marthe Mangaza Kalala. Des bâtisses poussent comme des champignons à Ndjili-Brassiri, plus précisément à l'espace réservé aux activités champêtres. Saisi de la situation, le ministre de l'Agriculture, Désiré Nzingabiri-Anze, a effectué une descente sur place où il a pu échanger avec les maraîchers victimes de cette spoliation. Le ministre des tutelles les a rassurés de son implication, de sorte que plus personne ne vienne les menacer pour y ériger des maisons d'habitation. C'est ce côté-ci où les maraîchers sont menacés par les chefs coutumiers et les bourgmestres. Et même de l'autre côté, on a cité les bourgmestres de Kisenso, donc, et le colonel cité par les maraîchers. Je mets tout ce monde en garde, qui n'ose pas toucher aux espaces où on a planté. Sinon, ils verront l'état de droit sur leur dos. Mais vraiment, c'est méchant. C'est comme des mercenaires qui ne sont pas des Congolais. Que si on doit maintenant les écraser, les empêcher de nous faire manger, non, c'est asphyxier Kinshasa, c'est tuer le pays. De retour d'Ndjili-Brassiri, le ministre de l'Agriculture, Désiré Biri-Anze, a visité les installations du programme national du riz. Constat, un manque criant du matériel adéquat pour son bon fonctionnement. C'était avant de s'entretenir avec les agriculteurs du riz qui, parmi leurs doléances, une rizerie moderne qui permettra aux Congolais de consommer un riz de qualité. La relance de la GECAMIN, la ministre des Mines a eu des échanges autour de cette question avec le comité de gestion de cette entreprise du portefeuille. Une autre piste, c'est la certification de réserve. Paulette Lomba. Poursuivant sa mission de sensibilisation dans le Haut-Katanga, la patronne de mine Antoinette Samba Kalambaye s'est entretenue ce mercredi 8 septembre 2021 avec le directeur général intérimaire de la GECAMIN, M. Tambwengoy. La question liée à la relance de cette entreprise était sur la table de discussion entre les deux personnalités. Antoinette Samba Kalambaye considère la GECAMIN jadis géant minier mondial comme étant la fille aînée des entreprises minières nationales en République démocratique du Congo. Après leurs échanges, la ministre était face au comité de gestion de la dite entreprise, question d'évaluer la situation qui prévaut ces derniers temps au sein de cette entreprise publique. Nous avions échangé sur les potentialités que la GECAMIN a aujourd'hui
pour être relancé, afin qu'il puisse redorer son blason d'hier. Nous avons échangé aussi sur les réserves qu'a la GECAMIN parce qu'elle voudrait aujourd'hui faire la prospection pour pouvoir certifier ce qui lui reste comme réserve. Nous avons aussi échangé sur les JV que la GECAMIN a signé avec certaines entreprises. Cette rencontre a été saluée par le directeur général intérimaire de la GECAMIN qui sollicite l'appui de la ministre pour trouver gain de cause afin de relancer les activités de cette entreprise pour qu'elle reprenne sa place du géant minier mondial. Ils sont visibles dans les arrêts de bus à Kinshasa, très coopératifs, très courtois. La coordination pour le changement des mentalités a largué des gilets jaunes pour rappeler à chacun le respect du code de la route. Après 3 mois sur le terrain, ces volontaires sont réclamés. Yvette Makuntima. Gilet jaune, un signe distinctif de la coordination pour le changement des mentalités CSM comme Dossard. Ces volontaires, sans avoir un pouvoir contraignant, rappellent aux piétons et aux conducteurs le civisme routier. Cette campagne sur le civisme routier lancée il y a 3 mois, qui prend fin ce mercredi 8 septembre 2021, laisse un goût d'inachevé dans les chefs des usagers de la route qui voient en cela un levier de plus pour un comportement exemplaire sur les routes de Kinshasa. Là où il y a la présence des CCM, il n'y a pas d'embouteillage. Il y a vraiment une très grande différence. Pourquoi? Parce qu'avant, il y avait vraiment un grand désordre. Si ils peuvent être partout, là, ça va vraiment nous aider. Un travail de ceux qu'on appelle des aides-agents qui n'est pas si aisé, surtout quand on est en face des automobilistes désinvoltes et insouciants à l'observance du code de la route. C'est pas facile du tout. On est là tout le jour en train de crier, en train de parler. Il y a de ceux-là qui nous entendent facilement et il y a de ceux aussi qui nous compliquent un peu la vie. Donc presque tout le jour, il y a d'autres qui nous insultent même. Ne nous embêtez pas. Ils sont là pour nous appuyer. Mais les travail, ils ne sont pas là pour interpeller les véhicules. Mais plutôt c'est pour dégager des embouteillages. Quand on nous complique, on appelle juste les agents qualifiés. On appelle les agents qualifiés pour nous aider parce que c'est à eux de faire le travail pour arrêter les chauffeurs ou les motards têtus. Les voix s'élèvent pour la reconduction de cette opération qui n'avait que des sites, Kintambo et les districts de la Tchangou, en vue de rendre beaucoup plus fluide la circulation dans une mégapole de près de 12 millions d'habitants. 8 septembre, aujourd'hui, le monde célèbre la journée de l'alphabétisation. 29% des Congolais sont analphabètes. Des statistiques annoncées aujourd'hui à l'occasion d'une cérémonie organisée justement en marge de la célébration de cette journée. Une cérémonie présidée par le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique. L'alphabétisation pour une reprise axée sur l'humain, réduire la fracture numérique est le thème qui va rythmer cette année les efforts de lutte contre l'alphabétisme, fléau qui mine le développement de l'humanité. La RDC, qui s'est engagée à travers plusieurs instruments internationaux, a manifesté sa volonté dans la Constitution de la République qui fait de l'éducation un droit fondamental. Le Premier ministre, Jean-Michel Sama Lukonde, personnellement représenté par le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, rassure de l'engagement du gouvernement à lutter contre l'analphabétisme. Le ministre des Affaires sociales et Actions humanitaires, Modeste Mutinga Mutushai, entouré des partenaires intéressés par le secteur, a fait un état des lieux de l'analphabétisme en RDC qui s'évalue autour de 29%. Le développement de l'alphabétisation et de l'éducation non formelle poursuit les objectifs ci-après. Accroître l'accessibilité et l'équité dans le sous-secteur de l'alphabétisation et de l'éducation non formelle. Optimiser et améliorer la qualité, la pertinence et l'efficacité des programmes. Renforcer la gestion du sous-secteur de l'alphabétisation et de l'éducation non formelle et renforcer les mesures de protection sociale. Cette occasion permet le renouvellement des engagements de toutes les parties prenantes pour une meilleure prise en charge de l'analphabétisme. Des jeunes Kinois éligibles à une formation qualifiante. Ils vont être initiés au civisme et à l'apprentissage des métiers. Il s'agit d'un projet pilote qui démarre dans 2 communes de la capitale, Serge Mata.
Pendant 4 mois, plus de 60 jeunes désœuvrés non scolarisés de 18 à 29 ans vont bénéficier gratuitement d'une formation qualifiante et adaptée axée sur l'alphabétisation, l'initiation au civisme et à l'apprentissage des métiers. Des communes ont été retenues pour la phase pilote de ces projets. Il s'agit de Lingwala et de Barumbu. L'idée, selon les organisateurs, est d'aider les jeunes désœuvrés à acquérir les compétences afin de s'insérer et à réintégrer la vie professionnelle. L'objectif final de cette formation, offrir une formation de qualité aux jeunes Quinoises et Quinois afin qu'ils puissent également être surdotés de compétences de vie basiques et de compétences professionnelles afin d'introduire le secteur professionnel et la vie active. Nous faisons un appel pour les prochaines promotions aux partenaires qui puissent également venir s'ajouter et faire le point avec nous pour que les prochaines promotions puissent être composées de 300, 400, 500 apprenants, plus de communes également. L'initiative Yekola Base s'emploie à trouver de nouvelles solutions pour faire face aux défis de l'analphabétisme en République démocratique du Congo. La date de clôture pour les programmes d'alphabétisation, d'initiation au civisme et d'apprentissage des métiers pour les jeunes désœuvrés, dénommé Yekola Base, est prévue pour le 5 février 2022. État des lieux des bâtiments appartenant à la Caisse nationale de sécurité sociale. Plusieurs bâtiments sont bourrés d'immondices, constat fait sur le terrain par le conseil d'administration Joseph Oscar Mbalkaïj. Il multiplie des descentes sur le terrain. Les nouveaux membres du conseil d'administration et de la direction générale de la Caisse nationale de sécurité sociale ont à nouveau pris les bâtons de pèlerins pour faire l'état des lieux des bâtiments administratifs habitant les directions et points de perception, les centres de formation de Mongafula, les directions urbaines sud, est, centre, les sites de Tingi-Tingi dans la commune de Limité, les immeubles poids lourds, Royal et de bien d'autres ont reçu la visite de la présidente du conseil d'administration à titre intérimaire, Joséphine Chimbi, ainsi que du directeur général par intérim, Jean-Simon Foutikiakou, qui ont, séance tenante, donné des instructions claires pour la réhabilitation de ces ouvrages ainsi que l'évacuation de ces immondices. Il en est de même des sites de Tingi-Tingi à Limité et de la maison Mbungu à Kitambo. Décidément, les nouveaux responsables de la CNCS, Caisse nationale de sécurité sociale, s'éveillent plus des hommes et des femmes de terrain pour tenir haut les flambeaux de cet établissement public. L'IGF recrute 3000 candidats retenus à Kinshasa ont passé le test pour évaluer leur niveau. 4 autres provinces du pays ont aligné 1000 candidats au concours d'admission. Emmanuela Commissaire Moukatoum. Sur les 7000 candidats qui ont déposé leur dossier pour participer à ces tests de recrutement organisés par l'Inspection générale de finances, seuls 4000 ont été identifiés et répondaient aux normes pour ainsi passer à cette épreuve. Kinshasa, l'un des sites, a à lui seul pu enregistrer le plus grand nombre, donc 3000 candidats, ce qui justifie cet afflux ici à l'Institut supérieur pédagogique de la Gombe. Pour s'assurer du bon déroulement, l'inspecteur général de finances, chef des services adjoints, Victor Batoubenga, s'est présenté sur le site pour suivre l'évolution du test. Il affirme pour sa part la réussite de l'événement. On a pu synchroniser Kinshasa avec les provinces, ça s'est bien déroulé en tout cas. Et après le test psychotechnique, il y a eu une dictée. C'est autant dire que si le recrutement ici termine, l'IGF sera beaucoup plus efficace. Comme dans la capitale Kinshasa, les provinces ont aussi vibré au rythme du concours de l'IGF. C'est le cas de Lubumbashi, Mbuji-Mayi, Goma et Kisangani. Pour ce premier test, partout les concurrents ont affronté le test de la psychotechnique et la dictée. Après cette étape, ceux qui seront retenus vont impérativement passer d'autres évaluations avant d'être admis comme inspecteurs au sein de l'IGF. Changement des mentalités des Quinois, c'est le cheval de bataille de la nouvelle équipe à la tête de l'ASBL Banakin. Après son élection, le numéro 1 du nouveau comité, Godard Motemona, vice-ministre des Mines, a présenté son plan d'action. Gudul Boalia Ilunga.
La ville de Kinshasa a besoin de renaître de ses cendres pour redevenir Kin Label. Pour cela, les natifs kinois réunis au sein de leur structure dénommée Banakin se sont mis d'accord pour unir leurs forces avec les autorités provinciales et nationales en vue d'obtenir un bon résultat. Et pour une bonne mise en œuvre de leur plan d'action, les Banakin ont élu à la tête de leur ASBL Godard Motemona Jubelum comme président. L'élection s'est déroulée le 22 août dernier au siège de l'ASBL à Matungé. Pour honorer et présenter le nouveau comité, une réception a été organisée le week-end dernier. Il s'agit en fait d'une grande famille de Congolais née d'un brassage de plusieurs cultures nationales et étrangères pour former la kinicité symbole du frais, du bien et du beau, valeurs incarnées par de grands et dignes Kinois. Le nouveau président de Banakin, Godard Motemona, élu national du Moamba et vice-ministre de Mines, a profité de cette réception pour étaler son plan d'action. Plan qui se résume en un seul, la défense des intérêts et le développement social de Kinshasa. Il a placé son mandat sous les signes du changement de mentalité et de renaissance de Kinshasa. Le vice-ministre de Mines, Godard Motemona, estime que c'est une aubaine et une grâce. Fin de ce journal, madame, monsieur, merci de nous avoir suivis à travers le monde. L'actualité revient à 23h avec Getty Omatuku. Je rappelle les principaux titres de ce journal. Un bourgmestre et un officier de l'armée accusés d'être à la base de la spoliation des terres champêtres Anjili. Les maraîchères, vous les avez entendus, ont dénoncé et appellent à l'application de l'état de droit. Feuilleton sextape des écoliers, ils ne sont pas exclus du système éducatif congolais, contrairement à ce qui est véhiculé sur les réseaux sociaux. Ces enfants ont besoin d'une prise en charge psychologique. Des gilets jaunes dans les rues de Kinshasa, une armée des volontaires pour rappeler les bons gestes sur la route. Ils ont travaillé pendant 3 mois et sont réclamés par les Kinois. Merci de rester fidèles au programme de la RTNC. Demain 20h, Sandra Nyangitabou.